Alors, donc la jointure, si on fait une redéfinition un peu propre, on l'a vu la semaine dernière, donc je ne reviens pas dessus, enfin si je reviens, mais je ne reviens pas dessus, par exemple. La jointure, en fait, est un sous-ensemble du produit cartésien de deux. Alors en fait, la semaine dernière, je vous ai montré que des exemples avec deux tables, d'accord? Mais vous pouvez faire des jointures avec trois tables, quatre tables, cinq tables, six tables, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. En général, dans les concours C2, il arrive parfois qu'on utilise trois tables, mais de toute façon, pareil, dans tous les sujets de concours que j'ai croisés, il n'y avait jamais plus de trois tables de toute façon dans la database, donc voilà, certains temps, ça marche. Donc ça ne peut pas aller vraiment plus loin, de deux ou plusieurs tables. Donc en fait, si on veut retenir exactement ce que c'est donc un produit cartésien sous condition. Alors je vous rappelle la nomenclature. Alors la nomenclature générale, c'est la suivante. On commence toujours par dire qu'à la fin, on va refaire une resélection de tout pour pouvoir l'afficher. Donc ça, et pour pouvoir la transformer en quelque chose d'utilisable. Donc vous commencez toujours par un select all from. Alors après, on peut nuancer, on peut ici, pareil, doser les colonnes qu'on veut, etc., etc. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à mettre les sélections avant, d'accord? Et donc ensuite, vous mettez à l'intérieur quelque chose qui serait un truc, la table 1, join. Alors je mets des indentations juste pour que ce soit plus clair en termes de lecture. Je vous rappelle qu'en SQL, les espaces et les retours à la ligne n'ont pas d'impact. C'est juste pour que ce soit, pour faire des blocs un peu plus clairs. Mais n'ayez pas... join table 2, d'accord? On, et ici vous avez en fait une condition. Voilà la nomenclature de base. D'accord? Alors, le truc le plus important, c'est la condition. On va essayer d'écrire à un moment donné ce que ça fait. En gros, la table finale contient, alors on va lister, qu'est-ce qui est déjà, elle contient comme colonne? Qu'est-ce qu'on va avoir comme colonne? Ouais. Les colonnes qui sont similaires à la table 1 et la table 2. Non, pas uniquement. On aura toutes les colonnes de la table 1 et la table 2. Effectivement, on aura toutes les colonnes de la table 1 et toutes les colonnes de la table 2. D'accord? Toutes les colonnes de la table 1 et de la table 2. D'où le fait qu'il peut être intéressant de faire un select ici pour déjà réduire le nombre de colonnes avant l'affichage, mais c'est pas très, très important. Et ensuite, en termes de lignes, eh bien en fait, ça va contenir toutes les lignes. E1, E2, vous comprenez ce que ça signifie E1, E2 dans cette histoire? E1, ça sera quoi à votre avis? Hein? Oui, ce sera un élément de la table 1 avec toutes ces colonnes, et E2, ce sera un élément de la table 2 avec toutes ces, d'accord, toutes les lignes E1, E2 qui vérifient quoi à votre avis? La condition, d'accord, une forme de problème. Voilà. Donc là, ça vous raconte. Donc là, vraiment, on a vraiment dit qu'on a fait un produit cartésien sous condition, hein, d'accord, enfin, c'est vraiment exactement le copier-coller de ce que j'ai écrit en orange un tableau plus tôt. Il n'y a pas grand chose d'autre à raconter, sinon un certain nombre de remarques qui peuvent être plus ou moins surprenantes. Donc plusieurs remarques qui sont importantes dans la nomenclature. Si table 1 ou table 2 est issue d'un select, il est obligatoire de l'aliaser. D'accord? C'est-à-dire qu'en forçant les données, vous ne pouvez pas mettre select machin sans rien mettre,
join quelque chose, vous allez avoir une erreur de SQL qui va vous dire toutes les tables d'une jointure doivent avoir un nom. Et comme en fait vous avez fait une sélection, cette table-là n'a plus de nom. D'accord, c'est simplement des colonnes qui flottent un peu dans l'air et donc la jointure ne comprend pas ce qui se passe. On doit l'aliaser, c'est obligatoire. Donc par exemple, hein, vous aurez un truc du type select étoile from et là vous ouvrez entre parenthèses select as T1. Donc ça, à titre très personnel, c'est ma nomenclature préférée. Parce que je trouve qu'elle a l'avantage d'être souple, de pouvoir vachement alléger en particulier les requêtes au départ. D'accord, de pouvoir éventuellement, si vous avez une condition que sur une seule table, vous avez une ligne qui est faible. Et donc en termes de performance de SQL, je trouve ça plus intéressant. Ça bouffe moins de mémoire, ça bouffe moins de temps, etc. etc. Encore une fois, comme je l'ai dit la semaine dernière, vous n'avez aucune connaissance de performance de SQL à avoir, donc absolument pas vous reprocher de faire une requête SQL qui serait complètement gourmande. D'accord, c'est-à-dire typiquement de mettre un where à la fin pour enlever les 2/3 des trucs que vous avez sélectionnés au départ. D'accord, c'est pas très intelligent, mais pour vous, pas de problème. D'accord, etc. etc. D'accord. Donc ça c'est la première chose, première remarque. Deuxième remarque, donc on peut inclure des where dans les tables d'origine. D'accord, donc vous pouvez en fait mettre une condition sur les tables d'origine pour sélectionner uniquement les ingrédients qui vous intéressent. Oui. Et vous avez dit quoi dans Select, on doit l'aliaser. Il manque un A d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que tu as le ailleurs, parce qu'il manque une lettre. On doit l'aliaser, d'accord. L'aliasing c'est ici, hein, d'accord, c'est le as qui est comme ça, d'accord. On peut mettre des where dans les tables d'origine, donc par exemple vous pouvez mettre une condition d'abord sur les tables, tant que ce n'est pas une condition de branchement. Alors, une troisième remarque qui, elle, est extrêmement importante. Très souvent, la condition après le on branche une clé secondaire sur la clé primaire à laquelle elle fait référence. C'est en général comme ça qu'on utilise les on. D'accord. La condition après le on branche, je mets les guillemets comme ça, hein, une clé secondaire sur une clé primaire. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez une relation 1 étoile. D'accord. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce qu'on a vu au départ sur les relations dites cardinales, d'accord, entre les diverses tables. Vous vous souvenez ce qui se passe quand on a une relation étoile-étoile? C'est le premier cours qu'on a fait ensemble. Ouais, mais on doit créer quelque chose en fait. Ouais. On a créé une nouvelle table qu'on a appelée une table de jointure. Et donc en fait, et d'ailleurs ça s'appelle une table de jointure pour une raison très simple, c'est que c'est la table qui vous permet de faire la jointure. D'accord. Donc ça, je vais faire un point particulier. Si on a une relation NN avec une table de jointure, c'est une relation étoile-étoile avec table de jointure. Alors je vais leur donner des noms, je vais les appeler T1, T2, avec table de jointure que je vais appeler T3. On utilise la nomenclature suivante. Donc là, vous serez obligé. Donc l'idée est de bien comprendre les choses. Je vous rappelle ça. Si vous avez donc une relation NN, a priori, vous n'avez pas de référence de T2 vers T1. Vous avez une référence de T2 vers la table de jointure, c'est-à-dire vers T3, et une référence de T3 vers la table de jointure. Et c'est comme ça que vous branchez les deux. Autrement dit, votre jointure, si vous voulez faire parler les éléments de T1 intelligemment avec les éléments de T2, ça signifie en fait qu'il va falloir forcément mettre dans le mix T3. Autrement dit, vous allez devoir faire une jointure à 3 tables. D'accord. Donc on utilise, si vous avez compris, vous avez un select all from T1 join, T2 join, T3. Donc là, vous mettez vos 3 tables comme ça, d'accord, à la suite.
et vous mettez un on. Et derrière le on, vous aurez combien de conditions? Au minimum 2, effectivement, d'accord. Vous aurez une condition qui va relier T1 à T3 et une condition qui va relier T2 à T3, d'accord. Voilà. On, end. Vous aurez donc 2 conditions comme ça, d'accord, où les 2 conditions relient T1 à T3 et T2 à T3. T1 à T2 à T3, pardon, et T2 à T3. D'accord. Donc ça, c'est probablement la requête join la plus compliquée que vous pouvez croiser. D'accord. Voilà. Petite remarque. Alors, manifestement, le programme décide d'appeler ça join comme tout le monde. Mais en fait, ce que je vous raconte là, c'est pas les gits depuis le début. En fait, la vraie nomenclature, c'est pas join, c'est inner joint. Sauf que si vous ne mettez pas inner, ça marche quand même. Le système comprend que c'est une jointure dite interne. D'accord? Alors ça, c'est pour les plus intéressés d'entre vous, si un jour vous voulez faire du développement en database. En fait, il existe 2 autres types de jointures, les jointures à droite et les jointures à gauche, qui vous permettent en fait de brancher les éléments d'une des tables face à rien, si jamais elles n'ont pas de correspondance avec la table. D'accord? Ça vous permet de faire une espèce de produit cartésien où vous allez quand même garder une part des éléments qui ne satisfont pas les choses. Donc ça, c'est pas du tout au programme, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, si jamais dans un sujet vous tombez sur inner join, vous n'ayez pas peur, c'est le même que celui que vous connaissez. D'accord? Donc, la nomenclature officielle pour join est en fait inner join. Inner join. Voilà. Donc, moi j'utiliserai join tout le temps parce que c'est plus facile à taper et que j'ai autre chose à faire de mes doigts que taper un inner qui sert à rien à chaque fois. Mais si jamais dans un concours on vous parle de inner join ou vous tombez sur une requête, que fait cette requête-là? Ne paniquez pas, ce inner ne sert littéralement à rien. D'accord? C'est exactement la même bête. Okay. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur les jointures dans des trucs bizarres? Qu'est-ce qu'on fait comme truc? Ah oui, vous pouvez faire une jointure d'une table sur elle-même. Alors imaginez par exemple, vous avez une liste, j'ai la liste des gens de la classe par exemple, donc j'ai qu'une table, on est d'accord, et je veux savoir tous les gens qui ont le même prénom. D'accord? Donc grosso modo, ce que je fais, c'est que je prends la même table, et je les branche avec une condition qui est que grosso modo, la case prénom soit la même dans les 2 cas. Et je peux même rajouter une deuxième condition qui est que l'identifiant par exemple soit différent pour pas avoir de doublon, ou que l'identifiant de l'un doit être strictement plus grand que l'autre pour avoir vraiment 0 doublon dans cette histoire. Donc ça, en fait, ce genre de requête, ça pop assez régulièrement dans les concours, vous aimez bien ça, les jointures d'une table sur elle-même, en fait, pour extraire dans une même table des éléments qui ont des caractéristiques similaires. Donc ma dernière occurrence en tête, mais c'est peut-être pas la dernière, c'était un sujet avec des avions, enfin des trajets aériens. Donc vous connaissiez l'aéroport de départ, l'aéroport de fin, et on vous demandait de trouver les avions qui étaient susceptibles de se croiser sur un trajet. Donc c'est la même table, et il fallait faire une jointure avec l'aéroport d'arrivée était égal à l'aéroport de départ, et de départ égal à l'arrivée, et de tout brancher comme ça, quoi. Voilà, donc c'était ce qu'on appelle une auto-jointure. Donc ça existe et c'est assez courant. On peut faire une jointure d'une table avec elle-même. Pour trouver des couples partageant une ou plusieurs caractéristiques communes. Voilà. Alors, là maintenant, on va parler d'un truc, c'est ma dernière remarque, je pense, sur les jointures. On va parler d'un truc compliqué.
est-ce que vous vous souvenez des fonctions d'agrégation de type max, min, average, etc. en particulier max, d'accord? Ce que je vous ai dit, c'est que quand vous faites sélectionne le max dans un truc, que vous fassiez avec des fonctions d'agrégation ou pas, on s'en fout, d'accord? Quand vous sélectionnez le max, vous ne pouvez pas rajouter de colonnes supplémentaires. En particulier, vous n'avez pas de garantie que la colonne supplémentaire corresponde exactement à l'élément qui est le max. Ça, c'est un énorme problème parce que, imaginez par exemple, si je reprends mon exemple avec la table des villes, que je veuille la ville dont la population est maximale, alors bien entendu, je peux le faire avec un limite, ça marche très très bien, mais si je veux le faire avec des groupes by, le limite ne marchera pas. On est d'accord là-dessus? Si par exemple, je veux la plus grande ville par département, bah là, je suis un peu embêté. Le problème, c'est que si vous avez bossé, que vous avez déjà croisé en TD les fonctions d'agrégation, vous savez que si je fais un select max ville département from machin group by département, d'accord? Et ben en fait, je ne vais avoir que l'identifiant du département et la valeur de la population maximale. Conséquence, j'ai pas le nom des villes. D'accord? Et ça c'est chiant, alors que je suis sûr qu'il existe bien une ville, enfin au moins en tout cas, qui a cette population. Je vous rappelle que ça c'est des maths de base, hein, dans un ensemble. Si vous trouvez un maximum, il existe bien un élément qui correspond à ce maximum, d'accord? Sinon c'est pas une bande supérieure. Et résultat des courses, si vous voulez avoir le nom des villes, qu'est-ce que vous allez faire? Et bien c'est pas très compliqué, vous allez faire une jointure de votre table d'origine, avec comme condition que la population, par exemple, est égale au max de la population. Et comme ça, vous allez récupérer les ingrédients qui vous manquent. Gros avantage, si jamais vous avez deux villes qui partagent le maximum, par exemple, et ben en fait, vous allez retrouver les deux, puisque ces deux villes vont satisfaire la condition de jointure. Donc vous aurez les maximums, et donc vous ne tirez pas au pif un truc dans cette histoire, vous avez vraiment quelque chose d'intéressant. Ça, c'est extrêmement courant, c'est quasiment un concours sur 3 concours sur 4 qui font ce genre de bêtises à l'arrivée. En gros, quand vous avez une troisième ou une quatrième question de SQL dans les concours, c'est toujours un truc comme ça. Vous avez une fonction, un select de base, un select avec des stats, un select avec des joins faciles, enfin ce qu'on vient de voir là, et un truc dégueulasse où vous faites du max, du machin, vous branchez des joins dans tous les sens, juste histoire de donner des points aux gens qui ont un peu compris comment ça marche. D'accord? Donc celle-là, elle est importante dans cette histoire. Donc on utilise souvent, là je vais vous l'écrire l'exemple, une jointure pour compléter un travail de fonction d'agrégation. Donc là, je vais vous donner littéralement un exemple pour qu'on comprenne. Donc on y va, comme d'habitude. Ok, donc j'écris mon select all from parce qu'il va bien falloir que je sélectionne tout à la fin. Vous voyez que là, je me pose jamais de questions, hein. Je mets tout et puis je fais le boulot de détail après. Donc, premier truc, je vais faire une fonction d'agrégation, un maximum par exemple. D'accord? Donc par exemple, select max de, je sais pas moi, colonne 1, d'accord? Et virgule id1 from une table quelconque, group by. Là, si vous avez compris, je suis obligé de faire un group by par quoi, obligatoirement? Ouais, par id1. J'ai aucune forme de choix. id1. Pareil, si vous avez tout pigé, comme je viens de faire un select ici, et que je vais faire une jointure derrière, je suis obligé de l'aliaser, comme j'ai écrit ici. Donc celui-là, je vais l'appeler as T1 par exemple. Voilà. Alors, moi je mets toujours T1, T1, T2, T3, et si je fais des jointures non symétriques, TG comme table à gauche et TD comme table à droite. Super original comme notation. Ça a le mérite d'être petit. Join. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre exactement la même table. D'accord? Donc c'est un travail avec une seule table, mais ça va donner un travail à deux tables puisque je branche la table originale sur une statistique créée par la table elle-même. D'accord? Join table. Donc celle-là, je ne l'aliase pas, je la garde tranquillement. On. Alors, petite remarque, j'ai fait une bêtise. Comme là, j'ai une fonction, ça va me faire chier de rattraper le nom. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je veux pas être... ouais, je vais aussi l'aliaser aussi. As max.
Donc là, je rajoute mon ID1, d'accord. Et on, eh bien en fait, c'est simple. Il faut que table.col1, c'est-à-dire les éléments originels de ma colonne 1, soient égaux à quoi, si vous avez pigé? À max de quelle table? Pas la même, justement. Il n'existe pas de colonne max dans table. Il existe une colonne max dans T1. D'accord? Voilà. Et là, grosso modo, ce que ça va me permettre de faire, c'est de trouver le maximum groupe par groupe de mon histoire et de brancher les renseignements sur ce truc-là. C'est la seule façon légit de le faire. Et je tiens à vous informer que le SQLite que vous utilisez en TD a tendance à le faire en interne, ce truc-là, pour que justement vous n'ayez pas à bricoler. Et donc vous avez l'impression que c'est inutile quand vous travaillez sur SQLite, ce qui m'embête beaucoup parce que ça me tire une balle dans le pied pédagogiquement, d'accord? Mais factuellement, en vrai, un truc normal en général ne le fait pas du tout. Par ailleurs, même si SQLite triche, si jamais vous avez plusieurs villes qui partagent le même maximum, bah, SQLite en choisira une au pif, d'accord? Et puis, etc., etc. Donc vraiment, ça c'est la méthode et cette nomenclature-là est quand même extrêmement, extrêmement demandée au concours pour justement avoir des renseignements sur les jointures et sur les fonctions d'agrégation. Avec ça, vous êtes paré pour faire du SQL, d'accord? Je vous rappelle que vu la générosité de notation au concours en général, faire l'exercice de SQL très proprement vous garantit des résultats corrects. Probablement pas à 2 chiffres, mais en tout cas qui peuvent être largement au-dessus de 5-6. Après, il suffit de gratter un peu de Python et puis c'est fini. D'accord? Donc, ça me navre, mais n'oubliez pas que manifestement, la majorité des candidats et des candidates, donc il n'y a pas que vous, ont un niveau en informatique au bout de 2 ans de classe préparatoire très bas. Voilà. À mon sens. Voilà. Et donc les concours en notent généreusement. Voilà. Je termine ce cours de SQL par le petit 2, que j'appelle les opérateurs ensemblistes. Je vais juste vous en parler. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Voilà. Donc en gros, les opérateurs ensemblistes, il s'agit de, alors il y en a 3. Union, intersect et except. Voilà. Alors, je suis désolé, je vais ouvrir mes notes. Vous allez voir à quel point ce truc-là ne sert pas, parce que je me souviens jamais de leur nomenclature, tellement je ne les utilise pas. Pour une raison très simple, c'est que les 2 tiers des langages qui utilisent le SQL ne les comprennent pas. Donc quand je dis que je ne les utilise pas, c'est pas parce que je suis une vieille feignasse, c'est parce que de toute façon, même si je voulais les utiliser, dans MySQL par exemple, ça c'est pas autorisé. Surtout Oracle, c'est pas autorisé. Je crois que dans Access, ils y sont pas tous. Je pense qu'il n'y a que except. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, on peut simuler l'union et l'intersection avec des jointures. Except, c'est plus compliqué. Enfin, il y a une nomenclature pénible là-dessus. Et donc, en général, on est obligé de faire des trucs compliqués. Mais voilà, comme c'est pas universel, tout le monde fait autre chose. Et donc, je vais juste retrouver mon truc. Alors, petite remarque, ce que je suis en train d'ouvrir, c'est pas un truc compliqué. C'est votre guide de survie en SQL, où la nomenclature est écrite. Hein, donc voilà. C'est juste pour voir les choses. L'idée est simple. Alors là où c'est... Donc vous connaissez ces trois opérations. Pas dans le cadre du SQL bien entendu, mais vous savez ce que c'est que l'union, l'intersection et l'exception. D'accord? Voilà, c'est des trucs de base. L'exception, vous connaissez? C'est bon? C'est des trucs qui sont pas communs en fait. Voilà. Et l'idée est relative. Enfin, c'est non, vous enlevez de A les éléments qui sont aussi dans B. D'accord? C'est A privé de A union B. Et l'idée est relativement simple. Alors en fait, ces trucs-là sont assez contraignants d'utilisation parce qu'en fait, pour pouvoir utiliser union, intersect et except, il faut que vos 2 tables aient exactement le même schéma relationnel. Autrement dit, qu'elles aient exactement les mêmes colonnes. Alors plus exactement, il faut qu'elles aient le même nombre de colonnes qui est le même type. D'accord? Voilà. En gros, c'est à peu près sur la même table quand vous avez des espèces de trucs à faire sur une table. C'est assez rare et encore une fois, au concours, je ne les ai jamais vus. Là, pour le coup.
d'accord, depuis 2015 que le SQL est posé au concours, que ce soit en filière MP ou en filière PC. De toute façon, c'est des épreuves communes, donc je ne sais pas pourquoi je fais la différence. Je n'ai jamais vu une seule occurrence de union, intersection et except, d'accord. Tout simplement, probablement à cause de la non-universalité de ces trois trucs. Donc, je vous ai donné le guide de surveillant SQL, si je ne me trompe pas. Donc, ce truc-là est tout à la fin, d'accord, dans opérateur ensembliste. Donc voilà, il faut juste que vous ayez le même truc. Et c'est un peu bizarre parce que la nomenclature est pas similaire à celle de join. Vous avez un select, union, un autre select, et il faut que vos deux selects aient exactement la même structure à l'arrivée, et vous n'avez rien d'autre. Vous avez en particulier pas un select complet qui impacte le truc. Vous n'avez même pas le droit d'écrire table 1, union table 2. Il faut écrire select to from table 1, union select to from table 2. Sinon, le truc gueule. C'est ultra chiant comme nomenclature. Donc, voilà, je vous fais juste un cours. Enfin, je fais mon boulot parce que c'est au programme. Ils sont écrits au tableau devant vos yeux ébahis. Et ça s'arrête là en ce qui me concerne. D'accord. Parce que je pense que ça sert vraiment littéralement à rien. Je vous renvoie à votre guide SQL si vous voulez en savoir le epsilon de plus sur le sujet. Si jamais ça tombe cette année au concours, vous avez le droit de venir m'engueuler. Voilà. Mais enfin voilà, j'y crois pas. Alors, petite remarque, j'en ai quand même mis, si je me trompe pas, dans votre TD de SQL à un moment donné ou à un autre, histoire de dire que je crois qu'il y a une question qui traîne, histoire de dire que je l'ai fait, quoi. Voilà. Mais franchement là, je fais le pari que ça n'existe pas. Ceci termine donc le SQL et ceci termine, suite à nos conversations, on a eu les séances précédentes, le fait qu'on ait un tronc commun ensemble. Donc pour moi, pour la majorité d'entre vous, votre programme d'informatique de SUP et de SP, utile on va dire, d'accord, est terminé. Voilà. Donc ensuite, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser d'un point de vue salle, d'accord. Je vous donnerai de toute façon des polis, quoi qu'il arrive à tout le monde, hein. L'idée n'est pas de priver les gens d'un enseignement, hein, d'accord, c'est pas ça. L'idée est que je pense que pour une grande partie d'entre vous, il est plus utile de revenir sur du Python de base, d'accord, et d'en faire beaucoup pendant les 4 mois, ça doit être ça, un peu plus les 5 mois qui vous séparent des concours, d'accord, que de vous coltiner de la programmation dynamique, de la théorie des jeux et de l'intelligence artificielle, d'accord, qui sont quand même des chapitres beaucoup plus difficiles, a priori, et qui surtout et dont les algorithmes en tout cas et le développement en Python vous seront inaccessibles si jamais de toute façon vous ne maîtrisez pas correctement une double boucle for, d'accord. Donc la programmation dynamique en particulier, vous en avez déjà fait sans le faire. C'est l'algorithme de Dijkstra, c'est votre premier algorithme en fait de programmation dynamique. Et vous savez que c'est quand même un algorithme qui est pas simple à comprendre dans son ensemble, et le reste est largement pire. D'accord. Ah oui, largement pire. Voilà. Donc, vous aurez de toute façon des trucs écrits, mais je vais essayer que nos séances du vendredi matin soient en fait séparées en deux salles si je peux y arriver. Une salle où je ferai éventuellement cours avec les autres et une salle où vous ferez des TD. D'accord. Voilà, je vais essayer de me débrouiller pour faire un truc plus ou moins intelligent. Il faut juste que je mette mon cerveau en branle sur l'organisation. Mais vous inquiétez pas, j'essaierai de m'occuper de tout le monde. On est d'accord là-dessus? Voilà. À partir d'aujourd'hui, donc, je suis à votre disposition pour réviser l'intégralité du programme de SUP et de SP, sachant qu'il faut que vous vous rendiez compte que le programme de SUP est extrêmement important dans, ce qui va se passer au concours, hein. La majorité des concours procèdent du programme de SUP. Je vous ai donné déjà une extraction des sujets de concours en SQL, si je ne me trompe pas, d'accord, en plus du TD. Et je suis en train de travailler sur des extractions de concours sur toutes les thématiques. Donc grosso modo, ce n'est pas des sujets de concours en entier, c'est des sujets de concours aspirés, thème par thème. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'ai déjà une aspiration sur ce que j'ai appelé le Python générique. C'est grosso modo un truc qui demande rien d'autre que boucle for, boucle while, donc qui ne demande en particulier pas de théorie sur les graphes, les fichiers. Et j'en ai un aussi sur la représentation des nombres. Parenthèse dans la parenthèse. La représentation des nombres tombe assez régulièrement, c'est pas systématique, mais c'est assez régulier. C'est des questions très simples en général. C'est vraiment très simple, hein, pour le coup. Là, d'accord. Comme je vous l'ai dit, je travaille aussi en première. Je leur ai donné l'intégralité des problèmes de représentation des nombres depuis 2015. Ils l'ont plié en 2 heures. D'accord. C'est toujours des choses simples. Et ça vous permet de sauver les meubles également. C'est-à-dire que grosso modo, ne négligez pas ce truc-là, qui ne demande aucune forme de Python par ailleurs, mais juste la compréhension de comment on stocke des entiers
et de savoir que 2 puissance 8, ça fait 256 à peu de choses près. D'accord? C'est pas fou. Et ça, vraiment, c'est ça. C'est vraiment à l'informatique ce que la cristallographie est à la chimie. Oui, le truc que vous bossez pas ou vous plantez à chaque fois alors que c'est les points les plus gratos. Ok? Voilà, juste pour information. C'est un petit tip pour vos épreuves de chimie. Voilà. Donc je dis ça parce que tous les ans j'ai des élèves qui m'appellent le premier soir du concours en disant: «Ah monsieur, j'ai pas réussi à faire de cristallo.» Bah oui, parce que tu n'as pas bossé et que c'est trivial et tu as l'air bien con maintenant. Voilà, d'accord. Bon, je réponds pas ça, mais je le pense fort. Et donc faites pas pareil parce que c'est dommage de perdre ce genre de points. Donc pareil, bossez ça. Donc je vous donnerai ça dès la semaine prochaine de toute façon, cette extraction-là. Et ensuite, j'essaierai d'augmenter des extractions pour que vous puissiez bosser thème par thème les diverses choses, en particulier tout ce qui est sur les graphes, etc. etc. Vraiment, concentrez-vous sur le Python de base. Vous pouvez largement avoir une note à 2 chiffres sur les problèmes de concours en ayant ignoré les graphes, les fichiers, les machins, parce qu'en fait, souvent, il y a quand même une grosse partie de on fait les fonctions, on fait les machins, des trucs de base. D'accord? C'est assez rare que vous coltiniez un sujet qui commence directement par ou si vous tombez sur des graphes, en général, c'est pas des graphes en fait, c'est juste des fonctions de base. Vous essayez de comprendre comment fonctionnent les implémentations. CF, votre dernier DS, par ailleurs. J'ai une autre question à vous poser qui est importante, parce que je sais que mes collègues de physique, moi le premier, mais moi j'ai de la chance, comme j'ai la double casquette, je me compense, passent rapidement sur les parties de simulation numérique. Je vous rappelle que vous êtes censé comprendre sur le bout des doigts la méthode de l'air, que vous êtes censé savoir implémenter l'intégration par méthode des rectangles à droite, à gauche, au centre, et l'implémentation d'intégration par méthode des trapèzes, que vous êtes savoir comprendre la différence, et que vous êtes censé mettre en œuvre des méthodes de Monte-Carlo, que ce soit pour le calcul des incertitudes, ou que ce soit pour le développement pour les modèles stochastiques. Autrement dit, les évolutions probabilistes de systèmes. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce que vous êtes censé savoir faire. Et vous êtes censé savoir faire, non pas en informatique, théoriquement, c'est pas mon boulot, mais dans le programme de physique. D'accord? Sauf que mes collègues sont comme moi, ils ont un programme de physique à faire qui est déjà assez lourd, et souvent, il y a un poly qui tombe quelque part, pouf, voilà, d'accord? On vous dit c'est facile, faites-le, et c'est pas facile, et vous le faites pas. D'accord? Enfin, on est d'accord là-dessus? Est-ce que vous souhaitez qu'à un moment donné ou à un autre, plutôt vers la fin, on revienne sur ce truc-là? Vous avez le droit d'y réfléchir à un moment donné ou à un autre. Je peux faire, en 2 séances, je peux faire un survol rapide. En particulier, pour moi, le plus important, c'est Euler. C'est vraiment le truc que vous comprenez le moins bien en général, d'accord? Et on peut se coltiner 1 ou 2 séances sur Euler à un moment donné ou à un autre. Est-ce que vous voulez que je prévoie ça? Alors par contre, c'est des séances de révision. Donc le jour où je décide de le faire, vous bossez avant. Vous venez pas les mains dans les poches, j'ai pas le temps pour le coup de refaire un cours complet sur le sujet, donc il faut que vous soyez déjà un peu préparé. Je vous donnerai un truc à relire éventuellement, j'ai des polis, il n'y a pas de souci, mais dans le principe c'est ça. Donc à partir de en janvier, quelque part, on se fera un petit retour sur la simulation numérique. Je vous laisse partir en mathématiques et je vous informe dans la semaine sur comment on s'organise à partir de vendredi prochain.